Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale pour vous présenter la démarche de Jean-Claude Flornoy, qui est une personne qui a énormément travaillé sur le tarot avec la restauration de tarot, dont le tarot Jean Noblet, que je vais utiliser pour expliquer ce pèlerinage des battleurs. Donc il a fait ce tarot-là, enfin il en a fait d'autres aussi. Il en a restauré d'autres et il a écrit ce livre-là qui s'appelle donc le pèlerinage des battleurs pour expliquer sa compréhension du tarot. Alors c'est quelqu'un qui est ultra intéressant parce que dans ce livre-là, on a vraiment, comment dire, on a un cheminement et on a oui, un cheminement de vie à travers toutes les cartes du tarot. Et on a quelque chose d'assez, on va dire, classique au départ et d'assez original ensuite, avec aussi tout un lien avec le compagnonnage, parce que les imagiers du Moyen-Âge qui ont donc nous ont transmis génération après génération ces images de tarot, on va dire dit de Marseille, assimilé de Marseille, enfin en tout cas ce style-là de tarot avait un fonctionnement donc de compagnonnage avec un maître qui enseignait et la technique et en même temps la philosophie derrière derrière les images. Donc ça veut dire que les images qui ont été réalisées n'ont pas été réalisées n'importe comment, n'ont pas été copiées comme ça. Il y avait vraiment une signification avec une grande main, une petite main, voilà, les couleurs, etc. Donc j'ai beaucoup aimé sa démarche et j'ai beaucoup aimé son livre et j'avais envie de vous en donner un petit aperçu pour éventuellement vous donner envie de prendre ce livre que moi j'aime beaucoup. Alors ce monsieur est décédé il n'y a pas très longtemps, mais sa femme continue gentiment à partager ce qu'il a réalisé, donc à vendre ses jeux, à vendre son livre. Ça permet donc de conserver en fait tout cet héritage et tout ce travail qui a été fait par ce monsieur passionné et passionnant. Alors, donc moi j'ai bossé sur ce livre-là. Je me suis fait, je vais vous montrer dans mon livre de travail. Voilà, j'ai écrit pas mal de choses. Donc c'est un petit peu le résumé que je vais vous donner. D'ailleurs, je le garde sous les yeux pour pas me mélanger les pinceaux. C'est toujours impressionnant quand on fait une vidéo. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est la façon qu'il a de présenter les choses. Donc le pèlerinage des battleurs, c'est surtout un travail sur les majeurs qui décrivent en message codé le chemin de vie d'un individu, de son incarnation à sa libération. Voilà. Alors, ce que nous dit Jean-Claude Flornoy aussi, c'est que le Moyen-Âge chrétien, donc c'est la période où ces tarots ont été réalisés, était une période où les personnes étaient obsédées par la notion de pèlerinage de l'âme. Et on retrouve d'ailleurs à Chartres, dans la cathédrale de Chartres, des statues qui ressemblent énormément au tarot. Donc on va avoir donc ce parallèle. Et en même temps, pendant cette période-là, on avait les images symboliques qui étaient le langage universel, parce que aussi il y avait peu de personnes lettrées. Après, donc, il parle de la Kabbale, puisque souvent on a un lien, et c'est ce que les occultistes du 19e siècle ont sur lesquels ils se sont appuyés. On a cette idée de Kabbale et du tarot qui serait issu de la Kabbale. En fait, d'après Flornoy, c'est pas tout à fait juste parce qu'en fait, la Kabbale, donc elle est issue du livre de la formation qui s'appelle le Sefer Yetzira. Et en fait, il a été écrit à la même époque que le tarot. Ça veut dire que ça n'a pas influencé le tarot, parce que le tarot c'est vraiment un héritage chrétien, et à l'époque on mélangeait pas, vous étiez soit juif, soit musulman, soit chrétien
Vous ne pouviez pas être influencé par plusieurs religions, ça ne se faisait pas du tout, vous vous faisiez couper la tête. Donc, il n'y avait pas de circulation dans ce sens-là, mais par contre, les idées, elles circulaient, et c'est par exemple l'idée du nombre 22, l'idée oui, de ce découpage en 22 lettres, là 22 arcanes majeures, c'est quelque chose qui devait avoir un sens et qui a influencé les deux. Et on peut plus regarder ça comme ça que de dire que la Kabbale, donc le judaïsme, a influencé le tarot. Voilà. Alors, donc dans sa présentation du tarot, alors il le découpe pas en famille de 7, il le découpe en famille de 5. C'est-à-dire que, alors je vous montre un peu ça, la façon qu'il a de voir les choses. On va avoir donc le fou qui est en dehors, et puis on va avoir 4 groupes de travail, avec un 5e qui est la sagesse, donc c'est le monde, c'est l'arrivée à la libération. On va avoir le monde de l'enfance, le monde de l'apprentissage, le monde du compagnonnage et le monde de la maîtrise. Et à partir du moment où on va passer d'abord dans le monde de l'enfance, après dans le monde de l'apprentissage, du compagnonnage, de la maîtrise et après de la sagesse. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ce travail-là, qui est au début un travail où on va travailler la personnalité, donc plus du développement personnel, après plus une connexion avec le sens, et en fait on monte un peu dans la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent, et il y a vraiment une inspiration pour le développement et pour pour aider à cheminer sur son chemin de vie, qui est très très intéressante, et en fait j'adore cette présentation. Après, est-ce que c'est exactement ce que les imagiers ont voulu transmettre? J'en sais rien. Et en fait, pour moi, ça n'a pas une énorme importance. Enfin, j'aimerais bien le savoir quand même, mais disons que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le travail qui a été fait par Jean-Claude Flornoy, c'est un travail vraiment de qualité, et un travail qui a vraiment une utilité pour l'accompagnement sur le chemin de vie. Vous allez voir, il y a des choses qui sont assez classiques, donc qui sont plus originales. Il a essayé de lier, surtout au début, notamment l'enfance, de lier en fait cette partie-là à comment les gens vivaient au Moyen-Âge. Et puis après, donc, on passe sur des choses qui sont de plus en plus mystiques. Alors, donc, la première partie, donc l'enfance, c'est subir. L'apprentissage, c'est subir pour avoir. Le compagnonnage, c'est avoir pour agir. Donc, on apprend à avoir pour agir. La maîtrise, avoir pour être, et la sagesse, c'est être pour servir. Et petit à petit, en fait, et c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant, on se détache de la souffrance. C'est-à-dire, à partir du moment où on s'incarne, on accepte de souffrir. C'est-à-dire, dans l'incarnation, il y a le corps émotionnel, c'est le corps émotionnel surtout, un peu le physique aussi, hein, surtout au Moyen-Âge, mais les corps d'incarnation vont souffrir. Et plus on va avancer, moins on va souffrir. Et moi, ça m'intéresse comme chemin. Et ça m'intéresse aussi de regarder, lorsque je suis en souffrance, où je me situe sur ce chemin-là et qu'est-ce que je suis en train de travailler et comment je peux dépasser ça. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant, voire même très très intéressant. Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est dans sa signification des couleurs, le lien avec une vieille phrase traditionnelle qui était chantée par les compagnons du devoir, et qui dit donc « Blanche, les larmes de Maître Jacques ». Donc la couleur blanche va être associée à la saturation d'émotions. Donc quand on est très très triste, qu'on va se mettre à pleurer ou qu'on craque, et après il va y avoir un soulagement. Donc on a ça dans le blanc. Noir, la terre qu'il a portée. Dans le noir, on va avoir donc la mémoire du monde, le terreau de la conscience, et non pas la mort. Hein. Rouge, le sang qu'il a versé. Donc là, ce sont toutes les blessures, toutes les cicatrices de la vie, celles qui sont visibles, celles qui sont connues de la conscience.
bleu, les coups qu'il a reçus. Donc ça, c'est plutôt les traumatismes oubliés, on va être plus dans l'inconscient. Jaune, la persévérance, donc là on a le courage, la patience aussi qui permet de construire. Et verte, l'espérance, c'est l'acceptation du temps cyclique, voilà, du fait que on peut changer et qu'on a une action sur la vie. Alors après, il y a deux autres couleurs, c'est le bleu clair, le percevoir, et le chair qui est l'humain. Voilà, mais ça, je trouve que c'est... j'en sais rien, j'ai senti que j'étais reliée à quelque chose quand j'ai lu ça. Ça m'a parlé, et voilà, c'est une chanson des compagnons du devoir, donc ça a certainement dû influencer le choix des couleurs dans le jeu, dans les tarots, dans ce type de tarot qu'on va dire de Marseille, mais j'étends aux autres types de tarots qui sont de ce style-là. Ils ne sont pas tous appelés de Marseille. D'ailleurs, ils ne viennent pas forcément de Marseille. Celui de Jean Noblet, je crois que c'est un tarot parisien. Alors, donc ensuite, on va regarder. Alors, pour vous expliquer, en fait, je vais vous mettre les cartes. Et puis, on va parler de la signification donc, de ces cartes à travers les différents mondes. Le premier monde, c'est le monde qui va commencer par l'incarnation, et par l'incarnation qui est représentée par le battleur. Donc il y a une position d'ouverture, vous voyez que les pieds sont ouverts, on voit qu'il a tous les outils sur la table, et il a des dés, donc avec un peu l'idée un peu de la loterie de l'incarnation. Alors moi je ne crois pas que c'est une loterie, je pense qui a un sens en fait, que tout a un sens, mais par contre ce qui me parle bien c'est ces outils qu'il a sur la table. C'est un peu, alors si c'était un jeu vidéo on dirait c'est la construction du personnage avec ses caractéristiques de départ. C'est un petit peu, voilà, je vais naître dans tel type de famille, dans telle civilisation, à telle époque, je vais être grand, petit, à des tendances sportive, ou plutôt avec un bon coefficient intellectuel, etc. Et après, à partir de ça, dans ma vie, le libre arbitre que je vais avoir, c'est qu'est-ce que je vais en faire. Donc il y a aussi l'image dans les jeux de cartes, j'ai mon jeu de cartes, j'ai ma main, qui est ce qu'elle est en fait à l'incarnation. Après, qu'est-ce que je vais en faire? Comment est-ce que je vais jouer ma partie? Alors lui dit la souffrance sera son lot, en sortir sa destinée. À partir du moment où on est incarné, on souffre. Et j'aime bien cette idée de cette destinée de sortir de la souffrance. On l'a aussi dans les traditions orientales avec la roue du samsara, et de sortir de cette roue de la souffrance. Alors dans cette première famille, on a l'enfant qui va être d'abord en contact avec sa grand-mère. Donc la papesse représente la grand-mère, parce que les enfants, jusqu'à 5 ans, ils restaient avec la grand-mère parce qu'il y avait une grosse mortalité infantile, et en plus les mères avaient énormément de travail. Donc la grand-mère, elle est liée à l'élément de la terre, elle va enseigner que tout est vivant en fait. Et elle va inviter à percevoir le monde à travers le corps, la chair. Elle connaît les énergies, elle donne la connaissance des énergies, de la nature, elle est la mémoire du monde aussi, elle a cette expérience. Donc elle a un côté très ancré dans la matière, dans la terre, et en même temps avec le voile, elle est sensible, et elle entend en fait ce qui vient du haut, et elle va transmettre en mots tout ça à l'enfant. Alors la tiare, on a donc le chemin donc physique, elle va tracer le chemin, nous dit Jean-Claude Fornoy, physique, émotionnel, spirituel à l'enfant. Alors dans cette carte-là, on voit aussi, on reconnaît la Vierge avec l'Annonciation. Donc ça, c'est pas dans le livre des pèlerinages des battleurs, c'est dans le livre, l'autre livre là dont je vous parle tout le temps, et j'arrive pas à me souvenir le nom de l'auteur, mais je le mettrai sur la vidéo. Donc on a une similitude, on a exactement la position de la Vierge lorsqu'on a l'Annonciation, donc des peintures de l'époque du Moyen-Âge.
Pour moi, c'est pas gênant, c'est aussi parce que la Vierge, c'est elle qui va porter l'étincelle divine, donc c'est elle qui porte aussi au niveau du physique et des lois de l'incarnation et qui va recevoir l'esprit, le Christ. Donc on a aussi cette notion de terre et d'incarnation. Après, à partir de 5 ans, l'enfant va avec sa mère et là, il va découvrir le monde social. Le monde social, ça va être avec l'impératrice et l'empereur. Au début, c'est l'impératrice qui est liée à l'eau. Alors l'impératrice, c'est la mère, c'est la gardienne du foyer, c'est l'esprit de la famille. Et elle règne sur son monde, hein, on voit. Donc qu'est-ce qu'elle va enseigner? Et ça, c'est hyper intéressant. Elle va enseigner donc, tout ce qui est gérer et faire circuler l'argent à l'époque et l'énergie, si on prend au niveau un peu plus large. Donc elle apprend à faire circuler cette énergie, mais à maîtriser cette circulation. C'est-à-dire, on fait circuler, mais on sait ce qu'on fait. Donc voilà, et au niveau très très basique, au niveau très incarné, c'est la circulation de l'argent, mais c'est aussi la circulation des énergies de toutes sortes. Après, vers 13 ans, l'enfant va aller avec le père, et là, il va redécouvrir donc une autre partie du monde social, et la partie donc plus yang, donc la force physique, l'ordre, le pouvoir, la force tranquille, et l'enseignement, ça va être apprendre à se muscler, à développer son habileté, à s'aguerrir. Au niveau intérieur, on va avoir comment protéger, comment mettre sa force au service d'autrui, utiliser donc son intelligence et son intuition au service du cœur. Donc ici, on a comment faire circuler les énergies. Ça, c'est le premier contact avec le monde. Là, comment faire circuler les énergies, comment se mettre au service d'autrui, mettre sa force. Donc on a l'idée de force, mais la mettre au service d'autrui. Voilà, au service du cœur. Et après, on retombe sur quelque chose de spirituel avec le pape qui est lié à l'air. Et là, le pape, lui, il est détenteur des valeurs de sagesse, d'intériorité, de connaissance des mondes anciens, et représente aussi la bonté. Donc, c'est pas du tout le pape de l'Inquisition, hein, absolument pas. Et il a ce berger il a ce bâton qui est le bâton aussi du berger qui va emmener son peuple vers Dieu. Donc il a plus une énergie de druide qui va diriger, par exemple, hein, au Moyen-Âge, le pape, enfin le religieux allait par exemple diriger des transes collectives dans les constructions, qui d'ailleurs, hein, dans les constructeurs de cathédrales, n'étaient pas du tout, ils étaient très mystiques, mais pas du tout religieux. C'est-à-dire que pour eux, quand ils construisaient une cathédrale, ils construisaient en fait une machine qui était destinée à transmuter les populations. Donc pas du tout un objet de pouvoir, ni un objet de coercition, mais un objet de transmutation. Voilà. Donc lui, il a ça, cette énergie d'enseignement et d'aider à la transmutation. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie de l'enfance où on va construire le corps physique et où on va sentir le nous familial. Donc vous voyez que ici on a la représentation, on va dire qu'on a, on a notre représentation, on représente la personne qui est incarnée, mais ici ce sont toutes les figures qui vont intervenir dans la vie. Donc on a quelque chose qui vient de l'extérieur et ça va permettre de construire le corps physique. Donc on est beaucoup dans le nous familial, dans l'environnement social. Donc ensuite, on passe à la deuxième partie qui est l'apprentissage. Alors l'apprentissage, donc pareil, 5 cartes avec une carte d'entrée et puis 4 cartes de travail. Alors dans l'apprentissage, on va y rentrer par l'amoureux. L'amoureux, c'est le début de l'ouverture du cœur. On passe du nous à je. On essaye de se détacher, donc ça correspond à l'adolescence. C'est aussi un moment où le masculin rencontre le féminin, donc où on va s'ouvrir en fait aux autres. On a l'ouverture du cœur, mais dans le sens cœur personnalité, et on va chercher en fait à retrouver le paradis perdu, l'unification. C'est là où il y a des confusions, où on va chercher l'âme sœur,
et où on va la chercher à l'extérieur, alors qu'en fait ce travail il se fait en interne, d'aller rechercher en fait son intégrité intérieure à partir de l'âme. Alors ici on voit le battleur, hein, qui est entre deux femmes, une avec des petites fleurs dans les cheveux, celle à qui on va compter Fleurette, celle qui est sur... justement, on va essayer de retrouver à l'extérieur cette fusion d'origine. Et puis il y a l'autre avec des palmes sur la tête et qui correspond à la sagesse et à la voie de la connaissance. Et donc là, il va y avoir des choix à faire et certainement des expériences aussi à faire pour être sur la voie de la connaissance. Donc en fait, ça veut dire qu'on va avoir la passion, on va avoir comment dire, l'explosion du corps émotionnel pour après revenir sur quelque chose, sur un chemin qui est plus un chemin de sagesse. Alors, à l'adolescence, on va passer après à la maîtrise, mais la maîtrise au niveau personnalité, l'individuation, l'indépendance face aux contraintes de la société, etc. C'est celui qui a la maîtrise de sa vie, mais qui est que sur le haut, c'est-à-dire il y a une sorte, vous voyez, le personnage est coupé en deux, donc on n'a pas une vision sur ce qui est en dessous, c'est-à-dire toutes les forces de l'inconscient. Il y a une complète méconnaissance de ces forces de l'inconscient, voire même une ignorance, et on est souvent... Dans certains livres, on trouve le mot le roitelet, c'est le petit roi, celui qui pense qu'il est le roi du monde. Donc, dans cette période-là, on va aussi chercher la sagesse. Hein. Chaque fois, c'est un chemin de sagesse avec une maturation petit à petit. C'est les premières réussites qui sont basées donc, sur l'égoïsme, l'orgueil. Voilà, on a besoin de reconnaissance, hein. Ici on voit hein, ce besoin de reconnaissance avec ce char, et c'est le début de la structuration de l'ego. Alors c'est pas mauvais, on n'est jamais sur quelque chose qui est mauvais, on est sur un chemin où on grandit petit à petit. Aucun de nous n'est un maître de sagesse, donc on n'est pas arrivé à la fin de l'histoire, mais on peut s'inspirer de ces cartes-là, et quand on est dans cette carte-là, savoir ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qui se passe pour nous. Donc là, le côté positif, c'est qu'on va commencer à structurer l'ego. On en a besoin de l'ego, donc on va commencer à le structurer. Et il va y avoir, au début de cette structure, les défauts de cet ego. Donc, il y a une difficulté à apprendre puisqu'on n'est que sur le côté conscient et qu'il manque toute la partie inconsciente. Et on a besoin en fait de travailler cet ego pour avoir suffisamment confiance en soi pour après aller explorer cette partie-là. Mais tant qu'on n'est pas suffisamment structuré au niveau de l'ego, c'est impossible d'aller explorer les forces de l'inconscient parce que c'est trop déstabilisant, c'est trop effrayant. Voilà. À la fin de l'adolescence, on arrive à la justice. Alors cette justice, dans les tarots, alors parfois elle louche, et la plupart du temps, elle appuie sur la balance, elle triche. Alors c'est avec l'épée, on va avoir l'idée de trancher. Je ne sais pas ce que je veux, mais par contre je sais ce que je ne veux pas. Et souvent on est là-dedans en fait, c'est-à-dire je suis pas sûre de ce que j'ai envie, mais par contre je suis sûre de ce que je veux pas. Donc dans cette période-là, on tranche avec tout ce qui ne nous va pas. On va chercher la vérité. C'est une phase un peu libératoire, hein, parce qu'on commence à assumer ses actes, hein, et on va commencer à se diriger vers l'idée de qui je suis et comment je veux. Comment dire ? Oui, vers qui je suis et qu'est-ce que je ne veux pas. On n'est pas encore sur ce que je veux. Alors pourquoi est-ce que la balance triche ? On n'en sait rien, mais l'idée de Flornoy, c'est que pour trancher, elle va suivre, le personnage va suivre ses émotions, donc il ne va pas être sur quelque chose de neutre, il va être sur quelque chose de très émotionnel. Bien sûr, on est dans une phase d'adolescence. La phase d'adolescence, et c'est pas que l'âge, hein, c'est aussi, on a tous des parties adolescentes qui restent en nous. On est beaucoup sur l'émotionnel, et quand je coupe au niveau, de façon émotionnelle, mais pas forcément en étant neutre.
Donc pas du point de vue de l'âme, par exemple. Par contre, on voit qu'ici, la justice, elle a des ailes, donc elle commence à être inspirée par l'intuition. Voilà. Alors, et puis, l'être découvre qu'il a un inconscient, puisque là, dans le chariot, on était coupé en deux. Ici, on retrouve le personnage complet. Vous voyez qu'au début aussi, on a des personnages qui sont très habillés, donc ils sont très engoncés dans la matière. Ensuite, on va voir l'ermite. Alors, l'ermite, dans la signification que lui donne Jean-Claude Flornoy, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment hyper intéressant. C'est donc le voyage, la recherche et le fait que, ici, l'ermite pense que la solution va se trouver à l'extérieur. Et c'est toujours ce qu'on fait au départ, c'est-à-dire on va aller chercher, on va chercher dans les livres, on va chercher chez les thérapeutes, on va chercher en fait des conseils à l'extérieur en pensant que la solution à notre mal-être, elle est à l'extérieur, que c'est l'extérieur qui va nous sauver. Et on a des difficultés à rentrer dans notre monde intérieur. Donc c'est une phase d'accumulation. Souvent, on va accumuler donc plein de choses, plein de connaissances. C'est pas inutile parce que ces connaissances, on va pouvoir les utiliser plus tard lorsqu'on se sera plus ouvert. Mais pour l'instant, on est en train de remplir en fait le verre avec beaucoup de choses. Et c'est pareil, on retrouve aussi cette histoire dans les civilisations orientales. On va avoir ce verre plein d'eau et on va plus pouvoir mettre de gouttes d'eau supplémentaires, c'est-à-dire quand on est ici, on a tellement rempli notre verre que tout ce qui vient de la sagesse intérieure va plus pouvoir le remplir et donc il va falloir le vider pour pouvoir repartir. Donc ça c'est hyper intéressant parce que moi l'ermite, et dans la Golden Dawn on a ça, dans le Rider-Waite-Smith, c'est plus une recherche personnelle où on va aller dans le puits de l'inconscient, aller visiter avec la petite lampe. Là on n'a pas du tout cette notion-là, on a plutôt l'idée qu'on va chercher à l'extérieur quelque chose qu'on aurait à chercher à l'intérieur. Mais encore une fois, c'est une phase utile parce que tout ce qu'on va récupérer, quelque part on va se faire un petit panier, une petite boîte à outils qu'on ne sait pas utiliser pour l'instant parce qu'on n'est pas en contact avec la sagesse intérieure, mais dès qu'on sera en contact avec la sagesse intérieure, c'est quelque chose qu'on va savoir utiliser. Ensuite, on a la roue de fortune. Alors la roue de fortune, donc à l'époque, la roue, c'était un instrument de torture, un instrument où on écartelait les gens, où on les écartelait. C'est aussi la roue de la loterie. La fortune, elle avait cette idée aussi de la chance. Et en fait, cette roue de fortune, c'est l'ego qui va exploser. C'est la fin du pouvoir absolu de l'égoïsme, de l'orgueil. Le petit moi, en fait, l'aperço va être brisé. Et souvent, c'est des périodes de dépression. Donc là, on n'arrive plus à choisir. Et c'est une grande période de mutation, d'effondrement de la cuirasse. Donc tous les éléments constitutifs de la personnalité sont conservés. Donc tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent est conservé, donc, parce que c'est utile, tout ce qui a été travaillé jusqu'à présent sert en fait sur le chemin de vie, mais ça va être, il va falloir les combiner d'une façon différente, arrêter de rejeter la responsabilité des incidents de notre vie sur les autres, s'accepter, s'assumer. Alors, il y a un petit texte que je vais vous lire que je trouve très très beau sur cette roue de fortune qui est en fait dans la vision de Jean-Claude Flornoy, la carte la plus difficile, où il y a le plus de souffrance. Alors souvent, dans la détresse de l'incapacité à être et de l'explosion, le seul remède et le seul soulagement nous sont donnés par la lune. Lentement, le corps est envahi de son cycle et fusionne avec elle. L'âme est reconstruite petit à petit, soignée par son rythme, ses effluves et ses longueurs d'onde. Quiconque aura été rétabli par elle, en cette période difficile, lui gardera toujours une grande tendresse. Ainsi naissent les hommes et femmes médecines de la tradition des guérisseurs blessés. Bon, j'adore, ça me touche, et oui, et je trouve que c'est magnifique. Voilà, donc c'est aussi pour les gens qui sont en dépression, qui ne sont pas bien, c'est une invitation à utiliser la lune, et vous allez voir que l'énergie de la lune est une énergie qui est très particulière et très intéressante dans la vision de Jean-Claude Flornoy.
Alors, donc là, on va quitter l'apprentissage, qui est le chemin de l'individuation, le chemin de l'ego, de la construction de l'ego, et on va aller dans le chemin du compagnonnage. Alors, ce chemin de compagnonnage, il est constitué aussi de 5 cartes, et on va y rentrer par la force. Alors, la force, dans la vision de Jean-Claude Flornoy, c'est Bernard Tapie. Alors, peut-être les jeunes, ça ne va pas trop vous parler, mais les gens de ma génération, Bernard Tapie, c'était vraiment le modèle des années 80, de la réussite des années 80. Donc, c'est devenir le fils de ses œuvres, c'est prendre son destin en charge, assumer son vécu. Donc là, on va utiliser l'inconscient, mais l'inconscient va être porteur d'une grande puissance de créativité. Et associé donc au conscient, on va réaliser, on va construire, on va réussir au niveau du travail, de la maison, de la position sociale, de la famille, des enfants. Et il y a une sorte de rage de vivre. L'être va se bâtir intérieurement, mais en construisant matériellement. C'est, comment dire, là, on a besoin de passer par cette phase de réussite extérieure pour pouvoir après passer sur du développement spirituel. Donc c'est voilà, c'est l'image de Bernard Tapie. Alors on n'a pas tous une vie de Bernard Tapie, mais on a besoin de passer par cette réussite voilà, qui est représentée voilà, par cette rage de vivre et cette rage de réussir et de briller et d'avoir en fait dans la société. Donc, dans cette phase de compagnonnage, on va faire du travail dans la matière. Et les qualités qui sont nécessaires pour réaliser cet apprentissage, donc dans le compagnonnage, c'est le courage, l'obéissance, la persévérance. L'obéissance, c'est respecter les lois. La persévérance, donc persévérer, la générosité, l'humilité et le sens des responsabilités. Donc on a ces valeurs-là à mettre en œuvre pour passer cette porte-là, on va dire. Et ici, donc on a, que vous allez me dire quel est le lien avec la femme et ici c'est un ours, parce qu'on n'avait pas encore offert à Louis XIV des lions, mais après dans les jeux d'après, la force était représentée par les lions. Donc là, l'animal le plus sauvage, c'était l'ours à l'époque. Donc là, on a une femme qui est victorieuse sur la force brute, sauvage et bestiale. Et pour réussir ce passage, donc il faut des qualités féminines, c'est-à-dire de l'organisation, de la ruse, de l'intuition, du pragmatisme, de l'habilité, de la vitesse d'adaptation aussi. Donc on va avoir donc ce féminin aussi qui va aider à réussir. C'est-à-dire on voit bien, des gens comme Bernard Tapie, ils avaient énormément de feeling et d'intuition pour savoir qu'est-ce qui allait marcher, comment est-ce qu'ils pouvaient faire de l'argent. Je ne dis pas que c'était moral, mais voilà, il avait cette idée-là. Pour que l'évolution elle se poursuive, il faut passer à d'autres objectifs et changer de regard sur le monde, c'est-à-dire de passer de « je vais agir pour avoir des choses », non, je vais chercher à avoir des choses, à plutôt être dans avoir quelque chose en moi pour agir à partir de cet avoir. Et c'est là où on passe au niveau du pendu. Et le pendu, il dit que il appelle ça l'arcane de la chevalerie céleste. Je vous le dis parce que je trouve ça très beau. Je ne suis pas forcément hyper claire avec cette notion-là. Mais disons que dans le pendu, on a la redécouverte du corps, des émotions qui sont reconnues pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une composante de l'être. Et c'est le début de l'intériorisation. Alors il donne l'exemple aussi de Bernard Tapie, qui d'un coup s'est retrouvé il a perdu, il a perdu des sociétés, il a eu des soucis, pas mal de soucis, et il a redécouvert aussi ses émotions et sa capacité à les exprimer à travers l'art. Donc on l'a retrouvé dans le théâtre et dans le cinéma. Donc, pendant ce pendu-là, ce pendu d'ailleurs, très souvent, il a aussi des pièces qui sortent de ses poches, et c'est le début de l'intériorisation. Donc, c'est différent de la roue de fortune, parce que là, on n'est plus dans le subir, on est plus dans le bilan émotionnel,
dans la reconnaissance des émotions et pas dans la dépression. Et là, donc la grande différence, c'est justement le fait de ne pas subir. Donc la conscience accompagne le processus. On se regarde vivre ce processus. Après, on va passer dans la carte de la mort. Alors souvent on dit oui, mais avant la carte de la mort, c'était pas écrit. En fait, c'est qu'à partir, enfin, au début du tarot, la mort était écrite. Après, on est passé dans un siècle un peu psychomagique où on pensait que juste de dire le mot la mort, ça allait la provoquer, donc ça a été enlevé des cartes. Mais à l'origine, on avait sur les premiers, donc sur celui-là qui est le plus ancien qui nous est arrivé, on avait bien la mort qui était écrite. Alors ici, la mort, elle est très différente de la façon de voir classique que j'avais vu jusqu'à présent, parce que là, on a mis donc les émotions à niveau, hein, on est en contact avec ces émotions et on va descendre dans l'âme mémoire. Elle est hyper intéressante cette carte. C'est pas une carte de mort, c'est au contraire, c'est une carte de souvenir. Je vais aller supprimer les traumas profonds, les traumatismes profonds, pour aller récupérer l'énergie qui est accumulée et qui est bloquée dans les nœuds. Donc on va aller chercher les traumatismes de notre vie, de notre enfance, même de notre vie après, de notre adolescence, de notre vie d'adulte, et on va aller voir tous les blocages. Donc là, il y a un travail qui est psychologique, qui est un travail de l'inconscient. C'est aussi, et ça c'est hyper intéressant, une carte d'aller voir aussi les origines des blocages dans les vies antérieures. Donc on va aller, comme on voit ici, plonger dans notre charnier intérieur. Voilà, tout ce qui est en train de pourrir à l'intérieur et qui nous prend de l'énergie. Et c'est ce qu'on voit ici sur cette carte. Et c'est pour ça que le sol est noir. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est marqué noir, la terre qu'il a portée. Donc c'est la mémoire du monde, le terreau de la conscience. Alors ce travail-là, c'est un travail qui est fait accompagné. C'est-à-dire c'est un travail qui est difficile à faire seul. C'est un travail à faire, donc accompagné avec un thérapeute, avec un druide, enfin peu importe, un chaman. Donc c'est selon les traditions, on va avoir des façons différentes de le faire, mais c'est quelque chose qui se fait accompagner par un sage, par quelqu'un qui va, un sage entre guillemets, un thérapeute, c'est pas toujours sage de partout, pas toujours sage, oui, à tous les niveaux. Voilà, on n'est pas seul, on va le faire avec quelqu'un. On arrive après à la tempérance. Donc là, dans celui-là, on voit l'empérance parce qu'il a fait quelques modifications par rapport à ce que son maître lui avait appris. Apparemment, ça serait l'équerre du maître, le L à la place du T, pour montrer qu'il a fait une modification. La tête est petite. C'est ici, on a la fin de la souffrance due au tourment intérieur et à l'auto-torture. Parce qu'on est quand même assez doué pour se torturer nous-mêmes. Donc on devient, une fois qu'on a fait ça, on va devenir indifférent à son histoire. On n'est plus sur mon histoire, mes traumatismes, etc. puisqu'on a nettoyé, on a fait ce travail de nettoyage dans la mort. Donc maintenant, on est indifférent à son histoire, on a autre chose à faire. Les ailes, c'est la communion avec le ciel. C'est le premier échelon de percevoir le ciel, de percevoir la connaissance directe, donc moi j'appelle ça la sagesse intérieure, et l'énergie circule entre le conscient et l'inconscient, même si la compréhension du vécu est limitée, hein, c'est pour ça qu'il lui a mis une petite tête. Alors donc les cadeaux de la tempérance sont la fin relative de la souffrance intérieure, puisqu'on a fait ce travail précédemment, la confiance en soi, on va dire, qui arrive à un niveau, on va dire, minimal, qui permet d'apporter une certaine solidité, même s'il reste des doutes, une capacité à agir dans la matière, même si elle est inconsciente, et la capacité à entrer en connaissance directe. Alors souvent c'est flou, c'est chargé d'affect, mais quand même c'est efficace. Donc c'est ce que j'appelle, moi, la sagesse, c'est la capacité à rentrer en contact avec sa sagesse intérieure. Ensuite, donc, on a la petite phrase de la tempérance qui est de lâcher prise et de laisser faire. Puis, on passe dans le monde du diable. Alors, le monde du diable, c'est le monde, non pas du diable, méchant diable, mais de Lucifer, le porteur de lumière. Et on voit d'ailleurs qu'il a sur le front
du vert qui correspond à l'émeraude hein, que Lucifer avait au milieu du front et dans l'émeraude qu'il a perdu dans sa chute et qui a été utilisé pour façonner le Graal. Alors ce diable, il correspond à l'énergie qui va monter dans le corps et qui va provoquer une extension de conscience par les chakras. Donc on va avoir une remontée, c'est un peu la Kundalini, la remontée d'énergie par les chakras qui va se terminer au niveau de la carte suivante qui est la carte de la maison Dieu, donc par l'ouverture du 7e chakra. Donc là on a les petits diablotins qui sont attachés, ce sont les pulsions animales qui sont sous contrôle. Donc on est vraiment sur l'idée de Lucifer, porteur de lumière, qui va préparer l'être pour la rencontre de l'âme et la rencontre de son Dieu, on va dire. Le diable, c'est le séparateur, donc qui permet de séparer en fait les énergies, de savoir qui est quoi et qui dit quoi. Et ça permet une circulation qui est libre et pas quelque chose de tout mélangé. Donc on sait quand on est en face de nos pulsions, on sait quand on est en face d'une intuition qui vient du haut, etc. Donc en ça, le diable est assez original et super intéressant. J'aime beaucoup cette vision du diable avec l'idée de maîtriser les pulsions animales. Alors ensuite, on va rentrer dans le monde de la maîtrise. Alors, hop, alors le monde de la maîtrise, on y rentre par la maison Dieu et on va aller visiter toutes ces cartes, un peu comme des petites pierres sur notre chemin. Donc on rentre par la maison Dieu. La maison Dieu qui est la tour. Et dans cette tour, ce que l'on voit, c'est pas un éclair qui vient briser la tour, mais c'est une montée d'énergie qui va jusqu'au soleil qui représente la divinité. Donc en fait, on va vivre l'électrochoc du contact avec la source originelle, avec l'esprit avec un E majuscule. Et donc, on va ressentir le plaisir de se sentir être, le plaisir d'être et dans l'incarnation et en contact avec l'âme. Donc en fait, dans cette carte-là, on a la remise à sa place du moi tyrannique. La flamme, elle va jaillir de l'intérieur, donc elle est remontée pendant la carte du diable, elle a réaligné les chakras, elle a fait circuler les différentes énergies au niveau des chakras. Donc dans le livre, on a l'explication des troubles que l'on peut avoir selon où l'énergie est bloquée. Là, on arrive jusqu'au 7e, et au 7e chakra, on a cette connexion avec le haut. Donc c'est la conscience qui est propulsée vers la lumière, c'est l'expérience de l'éveil. Donc l'inconscient n'est plus en pilotage automatique pour réparer les erreurs du conscient, il devient un allié. Donc là on a allié le conscient et l'inconscient. C'est pas toujours compris mais c'est relativement fiable et on n'a plus peur de la mort parce qu'on a la certitude de cette conscience unifiée. Cette carte elle peut aussi représenter certaines expériences de mort, en fait, les personnes qui font des NDE, comment ça se dit en français, donc des morts qui sont morts et qui reviennent transformés. Donc on a cette idée on a contacté quelque chose vraiment en direct et ça transforme complètement notre vie. Donc là on est vraiment, plus on avance dans les cartes, moins on est dans la souffrance, plus on est vers l'émerveillement de la vie, plus on va aussi vers ces ressentis mystiques, comme on a, oui, certaines personnes mystiques qui prennent juste du plaisir à ressentir la vie. Une fois qu'on est passé par cette maison Dieu, on va visiter la carte de l'étoile. Alors dans ce jeu-là, la carte de l'étoile, vous voyez qu'on a un personnage qui est moitié féminin sur le dessus, moitié avec un dos très masculin, très musclé.
On a les sept petites étoiles et puis la grosse étoile au milieu. Donc là, on a une femme nue. Vous voyez que c'est plus on avance dans les cartes de tarot, plus les personnages sont dénudés, plus ils sont proches de leur vérité et ils se montrent tels qu'ils sont. Donc là, elle se laisse regarder telle qu'elle est, elle ne cache rien. Et j'adore aussi cette interprétation. Vous voyez qu'elle verse de l'eau dans, on va dire, dans peut-être dans un plan d'eau, on va dire. Et donc là, ce que Flornoy nous dit, c'est qu'elle mélange son eau personnelle à l'eau collective sans la perturber. Je trouve ça, je trouve qu'il y a une vraie signification, quelque chose de vraiment juste. C'est-à-dire, elle apporte son travail, dans ce travail que fait l'humanité dans le monde, dans cette expérience humaine, sans perturber. Elle fait ce qu'elle a à faire, et donc il n'y a pas du tout l'idée de l'ego, de la reconnaissance, etc. Elle va rien perturber, elle va juste apporter sa pierre à l'édifice, elle apporte son eau personnelle à l'eau collective. C'est super joli, je trouve. Lui dit les 7 étoiles, ce sont les 7 centres subtils, donc qui correspondent au chakra. Bon, ça ne me parle pas forcément, mais bon, voilà. Donc c'est une période de travail, de créativité, de réalisation, avec beaucoup de précision, de confiance en soi, dans un métier qu'on va exercer avec plaisir. Et puis on a l'intuition qui commence à être vraiment bien développée et qui permet d'avoir une connaissance directe au quotidien. Ensuite, on va rentrer dans la carte de la Lune, qui a une interprétation qui est assez originale de Jean-Claude Flornoy. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a pu être pensé par les imagiers, mais peu importe, parce que moi, vraiment, elle me parle et je la trouve très intéressante. La Lune, c'est les mondes magiques. Donc, en fait, on va se libérer des peurs et des angoisses liées au monde magique. C'est un processus qui est très lent. D'ailleurs, dans le Vieilleville, on voit une fileuse à la quenouille, donc il y a quelque chose de l'ordre de la lenteur. Le battleur devient, qu'est-ce qu'il dit, passeur d'âme. Il va aller contacter en fait donc tout le monde des devas, tout le monde qui n'est pas, comment dire, visible directement. Donc on a les animaux totems, on a des tas de choses. Et tout ce monde magique qui peut faire peur, parce que c'est un monde qui n'est pas bien visible, c'est un monde qui est trouble, hein, comme lorsque les choses sont éclairées par la lune. Ce monde-là va permettre la transformation. On a cette transformation qui est lente, comme la transformation de l'écrevisse quand elle mue. C'est quelque chose de très lent. Et on a donc ce travail de la lune et des mondes magiques. Je trouve que ça va bien avec la lune. Et tout à l'heure, je vous ai lu une partie qui disait qu'on peut travailler avec l'énergie de la lune pour passer la période de la roue de fortune, qui est des périodes de dépression, de grande souffrance. Et ça a vraiment un sens pour moi, parce que moi, je me suis naturellement tournée vers les animaux totems et ils m'ont énormément aidée, notamment lorsque je faisais des crises d'angoisse graves. Et ça m'a permis de ne plus utiliser d'anxiolytiques. Donc, il y a vraiment, moi j'ai testé, ça veut dire que ça me parle bien dans ma chair, dans mon expérience, ces mondes magiques qui sont là pour accompagner. On n'est pas tout seul et on est là aussi, on va travailler avec les autres et avec tout le monde parallèle, le monde qui est représenté par des dieux, des déesses, le monde des devas, des animaux, etc. Ce monde, il est là aussi pour nous accompagner, pour nous aider sur notre chemin de la destinée. Donc, on n'a pas le côté... oui, on a le côté intéressant de la Lune et de l'aide qu'elle peut apporter. Et comme on monte dans ce chemin de vie, je trouve que c'est intéressant. Donc là, on va passer par-dessus toutes les peurs inconscientes de ce monde astral. Ça veut dire aussi être capable de reconnaître les illusions dans ce monde astral, parce qu'on a aussi tout un monde d'illusions, tout un monde où on peut se tromper, où on peut se perdre. Donc voilà, après c'est aussi développer un sens critique et voir comment est-ce qu'on peut s'aider, comment est-ce qu'on peut s'accompagner avec ce monde mystérieux.
Donc voilà, j'adore énormément, j'aime beaucoup, beaucoup cette interprétation de la Lune. Et j'y rajouterai donc certaines subtilités parce que je trouve qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on fait lorsqu'on va se connecter. Mais donc il faut y aller avec suffisamment de force, de confiance et ne pas projeter des choses qui sont du domaine des illusions. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est passé dans ce monde de la magie, on va passer dans le monde du soleil. Alors, le paradis, en araméen ancien, ça signifie le jardin protégé des vents du désert par un mur. Donc là, on voit ce mur et on voit qu'on est dans ce petit lieu qui est assez... voilà, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très très vaste. Donc on a une petite partie où on va accéder, un lieu dans la conscience où on va accéder à ce paradis qui est... qui est le lieu où on était, ce ressenti, en fait, c'est là où se situe, on va dire, la conscience, voilà, avant la fracture originelle. Donc là, la fusion des individus, elle peut se faire directement, on n'est pas du tout dans les illusions de l'amoureux, de l'illusion de l'âme sœur, etc. Le cœur est totalement ouvert sur les mondes magiques et on a une grande capacité de l'individu à pouvoir aussi diriger les autres, mais pas par les mots, par le rayonnement, en fait, la radiance. Donc là, l'inconscient, il est devenu transparent, manifeste. On n'est pas comme dans l'arcane du pendu, on a plus quelque chose au niveau matériel, mais on est sur un plan plus spirituel. Donc voilà, la transmission intérieure, nous dit Jean-Claude Flornoy, se fait sur un mode non verbal, c'est par irradiation, et le soleil, c'est la finalisation des processus de transmission pour les personnes qui se sont coupées de leurs émotions et qui ont commencé leur travail avec le pendu. Donc transmission des informations, des émotions. C'est aussi la fin du processus de guérison pour les personnes qui étaient dans le subir et qui avaient donc cette grande souffrance liée à la roue de fortune, au travail de la roue de fortune. Donc vous voyez qu'on a ici, avec la Lune, les outils pour aider à sortir de la difficulté de la roue de fortune, et ici le résultat avec le contact avec le paradis intérieur. Voilà, et puis ensuite on a le jugement. Alors c'est qu'est-ce qu'il dit, la sortie au jour de la personnalité unifiée, capable de s'exprimer, d'agir et d'inspirer autour d'elle. Bon, j'ai pas trouvé que c'était la carte qui était la mieux exprimée, mais on voit que là il y a la montée du personnage vers la lumière. Ça c'est vraiment la carte du jugement dernier. Donc on a cet appel vers la lumière pour moi. Donc ça ne change pas trop l'interprétation de la carte. Et puis ensuite, le dernier monde, c'est le monde. C'est le monde. C'est le monde de la sagesse, c'est l'être qui participe à l'âme du monde, qui inspire une culture, une civilisation. Donc là, on est vraiment sur une image christique. Donc là, moi je connais personne qui soit arrivé encore. On a ce Christ en majesté qu'on retrouve énormément dans les peintures de l'époque. Et on a donc le retour dans le monde de l'esprit, donc la métamorphose est achevée, donc tout le travail a été réalisé. Je ne pense pas qu'on puisse faire tout ce travail jusqu'au bout dans une seule vie, je pense qu'il nous en faudra bien plus, et qu'on travaille un petit peu chaque carte. Après, donc, on a la carte particulière du fou. Donc le fou, pour lui, c'est vraiment celui qui a pris un raccourci pour acquérir cette sagesse, pour aller directement à l'esprit. Bon, par exemple, justement, dans ces expériences de NDE où on a un choc, où on s'approche très proche de la mort, et on a cette sorte d'illumination, et on a ce que les orientaux appellent un Bouddha idiot. Donc le fou, il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait ni comment ni pourquoi, mais il le fait. On a une sorte de béance illuminatrice. Donc il n'y a pas tout l'apprentissage, la connaissance, la connaissance de la personne qui a fait tout le chemin. On a quelqu'un qui
qui d'ailleurs, lorsqu'on en rencontre un, on peut être profondément changé, hein. Il y a quelque chose qui se passe, mais il ne sait pas ce qu'il fait, il ne sait pas comment il le fait. Et lui, il reste dans cet état un peu oui, de Bouddha idiot. Voilà, puisqu'il a pris un raccourci, donc il n'a pas toute la connaissance et la sagesse, on va dire, travailler comme le battleur qui est passé par toutes les cartes. Voilà, donc tout ce travail qu'a fait Jean-Claude Flornoy, on sent que c'est incarné, qu'il a vécu des choses. Après, il donne des explications comment, enfin, sur des tirages qu'il a pu faire pour les gens, des explications sur de l'accompagnement qu'il a pu faire aussi, hein, pas forcément avec des cartes, mais en s'inspirant de ce travail avec le tarot. Pour moi, c'est vraiment un livre, c'est pas du tout un livre de divination, absolument pas. C'est un livre d'inspiration, un livre de travail qui commence par ce qu'on fait tous, hein, du développement personnel, du travail psychologique pour aller mieux, pour sortir de la souffrance. C'est un petit peu comme si c'était un guide, sachant que voilà, il faut passer par toutes les cartes. On a tout ce travail à faire et on a ce travail qui n'est pas toujours dans le confort, qui est rarement dans du confort, pour sortir de la souffrance. Et moi, je m'en inspire et je travaille avec les cartes pour avancer et pour comprendre aussi où j'en suis, qu'est-ce que j'ai à faire après et qu'est-ce que j'ai à faire dans cette carte-là pour la dépasser et passer dans la carte suivante. Voilà, mon travail en ce moment, c'est la tempérance. Et ça nous remet aussi un peu à notre place d'humain dans notre chemin de vie. Et en ça, je trouve ça vraiment, vraiment exceptionnel et je suis très, très, très contente qu'on m'ait conseillé ce livre-là. D'ailleurs, je remercie la personne qui me l'a conseillé. Je suis très, très heureuse de l'avoir et de l'avoir et en papier. D'ailleurs, j'ai aussi en PDF. Voilà, j'aime énormément. Et il y a vraiment un vrai travail qui a été fait, et un travail très intelligent par Jean-Claude Flornoy. Je vous ai fait vraiment une vidéo très longue. Donc bon, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné peut-être envie d'acquérir ce livre. Et je vous embrasse tous. À bientôt.